Bonjour à tous, merci d'être là. J'invite les derniers arrivants à trouver leur place. On va démarrer cette matinée de conférence. On a eu une première journée Climax hier au Rocher de Palmer à Senon, qui a été riche, avec beaucoup de monde qui sont venus aux conférences. On était bondés hier après-midi. On est ravis de voir que le public répond de plus en plus présent. On nous disait au départ de notre écomobilisation, il y a plus de monde au concert qu'aux conférences. On s'en doutait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on allie les arts, la culture, à ces questionnements majeurs qui sont les nôtres depuis plusieurs années et qui augmentent d'année en année. Les préoccupations sont au climax, justement. Et on est satisfait de voir que d'allier le désir, l'émerveillement à nos préoccupations, à nos interrogations, à nos craintes, nous permettent très certainement de dépasser nos peurs pour mettre du cœur à l'ouvrage, à la mise en action. C'est le but de cette écomobilisation, c'est le but de ces conférences et de ces expositions, de ces concerts. On a la chance d'avoir des fabuleux témoins qui viennent à nos côtés pour exprimer leurs convictions, nous donner leur vision, leurs témoignages, nous faire partager leurs expériences. Aujourd'hui, pour introduire cette matinée, on a la chance d'avoir un très grand monsieur de l'exploration terrestre. Moi, je me souviens, en 86, j'étais encore assez jeune. Il y a beaucoup de jeunes là dans la salle qui ne se rappelleront pas de ce moment-là, mais pour l'adolescent que j'étais, c'était quelque chose d'extraordinaire. La première personne à atteindre le pôle Nord en solitaire. C'était quelque chose d'incroyable, avec des technologies qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, avec un défi qui était encore plus dur à relever à l'époque. Et depuis, ce grand monsieur n'a pas cessé d'observer le monde en scientifique qu'il est devenu après un parcours multiple. Il a eu plusieurs vies et ce médecin qui a commencé à observer les conditions de résistance humaine en milieu hostile, qui a dépassé ses limites en Patagonie, sur l'Everest et puis ensuite sur les pôles, en 2002 a commencé à faire des missions dédiées à l'observation du réchauffement climatique. Et depuis, il ne cesse de faire de la pédagogie, de faire de la conscientisation et de mener toujours des missions qui visent à révéler au plus grand nombre la réalité de nos équilibres, de nos écosystèmes. Je disais en 2002, l'observation du réchauffement climatique en Arctique. En 2005, je crois, à Clipperton, l'observation de l'évolution de la biodiversité sur l'île de Clipperton au large du Mexique. Donc des thématiques qui ici à Climax nous intéressent. Bien sûr, le dérèglement climatique est présent et aujourd'hui commence à s'emballer. À quel niveau? On va justement l'écouter nous parler de ces 30 années d'observation, d'évolution. Et puis la thématique écologique de cette année de notre festival, l'érosion massive de la biodiversité, avec une disparition irrémédiable de près de 40% des espèces dorénavant, que l'on ne rattrapera plus. Donc comment on va faire pour s'adapter à tout ça? Parce qu'il n'est pas question de se résigner, il n'est pas question de baisser les bras. Et on a besoin de trouver les relais de désir
on a besoin de savoir capter l'espoir qui va nous permettre de trouver la force pour s'adapter à ce monde qui, de toute façon, ça y est en train de changer. On ne peut plus revenir en arrière sur beaucoup de choses, mais on peut amortir l'impact, on peut amortir le choc, et surtout, on peut le faire et on doit le faire dans la joie, dans la coopération et dans l'entraide. Parce que si on le fait, si on essaye de survivre dans le repli, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas seul, on n'y arrivera pas contre les autres, on y arrivera avec les autres, et surtout on y arrivera en écoutant ces personnages qui nous inspirent depuis des années. Aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, que je vous demande d'applaudir et qui va venir nous éclairer. C'est amusant hein, d'entendre que je suis un grand monsieur, j'ai toujours été petit. Avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Avec l'âge, on devient grand. Alors j'ai amené des notes quand même parce que je connais un peu le sujet, mais je voulais résumer. Vous avez évoqué effectivement mon parcours. Ça va pour le son là? Vous avez évoqué mon parcours. C'est vrai que j'étais au pôle Nord en 1986. À pied, tout seul. J'ai eu la chance de le faire avant le GPS, avant le téléphone Iridium, donc j'étais vraiment dans mon histoire à 100%, et c'était devenu une méditation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, 63 jours de solitude dans des conditions difficiles. J'y suis revenu plusieurs fois, je l'ai survolé il n'y a pas très longtemps, enfin c'était en 2010 quand même, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de zones d'eau libre. Le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan gelé recouvert par une couche de glace qui fait 1,50 m, 1,80 m d'épaisseur. Vous voyez, c'est quand même une coquille d'œuf par rapport aux 4 ou 5 000 mètres d'eau qu'il y a dessous. Et cette banquise, tout le monde le sait effectivement, elle disparaît de plus en plus à la fin de l'hiver. Ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle, celle qui perdure d'une année sur l'autre, et donc qui est beaucoup plus épaisse. Celle-là, elle disparaît petit à petit. On a tous les ans, bien sûr, de la glace de l'année, puisqu'il y a quand même une nuit polaire qui est très froide, et la glace se reforme, mais comme elle est moins épaisse, elle disparaît plus facilement à la fin de l'été. Et puis, après le pôle Nord, j'ai traversé l'Antarctique en 1989-90. Parmi les événements importants, moi j'étais à la radio. J'avais une radio HF, à ondes courtes, là, les trucs de radio amateur, j'essayais d'écouter. Et en même temps qu'on traversait, on avait avec nous un Chinois, un Japonais, un Anglais, un Américain, un Russe qui était encore soviétique, c'était en 89, et un Français, moi. Et moi, je captais. Et donc, je racontais à Victor Boyarsky, au Russe, ce qui était en train de se passer dans le monde pendant que nous étions sur ce continent paumé. Et je lui racontais, quand j'arrivais à choper de l'information, j'ai dit... ton pays change, quoi, et le mur de Berlin s'effondre et machin et tout. Donc il était parti soviétique, il est revenu russe. Il m'expliquait, il était heureux de ce changement. Et puis on avait un Chinois, et en même temps, j'avais capté que le Dalai Lama avait été prix Nobel de la paix. Ça avait mis en furie. Il ne comprenait pas, il me dit, vous n'avez jamais rien compris en Occident. Le Tibet est chinois depuis le début. Enfin bref, ça c'était une petite histoire. Je suis revenu, donc j'ai commencé à faire des conférences. Et j'avais fait une conférence avec Claude Lorius. Vous connaissez Claude Lorius, un célèbre glaciologue qui a travaillé sur les carottes de glace que l'on fait en Antarctique. L'Antarctique, c'est le pôle sud. C'est un immense continent. Vous partez avec quelques notions de géographie simple. Le pôle nord est au milieu d'un océan gelé. Le pôle sud est un océan gelé. Le pôle sud est au milieu d'un continent. Un continent de glace dont la surface est grande comme 28 fois la France. 28 France recouvertes par 2,5 km de glace en moyenne. Et donc, on a traversé ce continent, je faisais des conférences, et Claude Lorius, qui a travaillé sur ces carottes de glace que l'on fait dans la glace qui s'est accumulée en Antarctique, et cette glace nous donne
l'histoire du climat passé. C'est ce qu'a découvert Claude Lorius. Et c'était en 1989, je me souviens, on fait une conférence commune. Lui parle de ses résultats dans les carottes de glace et moi je parle de ma traversée de l'Antarctique. Il a eu une phrase inoubliable pour moi. Il a dit, il parlait du changement climatique, le processus est enclenché. Et quand vous parlez de quelque chose qui est enclenché à l'échelle de la planète, on voit l'inertie du phénomène qui est en place. Donc c'est enclenché depuis pas mal de temps. Il a vu l'évolution effectivement du changement de la composition de l'atmosphère au tout début de l'ère industrielle et qui s'est développé avec effectivement une surcharge progressive de l'atmosphère en gaz carbonique qui est responsable de l'effet de serre. Alors, le réchauffement climatique est mal né dans le public. Il est mal né parce qu'en fait, c'est devenu une valeur populaire. Hein? Quand les gens, vous imaginez, de personnes qui vont acheter la baguette de pain le matin, « Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait ?» Les deux mamelles de la conversation, la santé et la météo. On ne parle pas du climat, là. La température moyenne à la surface de la Terre s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. La température moyenne, ça ne se perçoit pas. C'est une mesure scientifique. Le réchauffement climatique, le réchauffement de la Terre, on va dire progressif, est une valeur scientifique. On ne le discute pas. Et donc pendant un moment, on est entré dans la popularisation de cette notion que, t'as vu, dis donc, ils nous disent que ça se réchauffe alors qu'on se caille au mois de mai, des choses comme ça. Ça a fait que ça appauvrit le discours. Et je trouve qu'à ce moment-là, peut-être les scientifiques qui ont toujours cette rigueur, en disant peut-être que l'homme est en train de changer, mais peut-être que l'homme est en train de changer. Alors que c'est une évidence, hein, si vous voulez, que l'homme était déjà en train de changer. Là. Et c'est facile à comprendre. L'atmosphère qui nous entoure, vous regarderez, moi j'ai un téléphone Google, là, et il y a un décor, une photo d'entrée, vous avez une photo de l'espace avec un tout petit trait bleu qui entoure la Terre. Ça, c'est l'atmosphère. C'est tout petit, l'atmosphère. Ça fait 10 km l'épaisseur moyenne. Vous partez du centre de la Terre, hein, avec Jules Verne, on part du centre de la Terre, vous faites 6500 km, vous arrivez à Bordeaux, les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. C'est rien. C'est une enveloppe de cellophane autour d'une énorme citrouille, quoi. Et donc, on a eu ce sentiment pendant longtemps qu'on pouvait en envoyer, que c'était immense, que ça partait dans le cosmos, et que voilà. On a fait pareil avec les océans, en se disant on peut leur envoyer, on peut y en envoyer, c'est géantissime, c'est plein. Et l'atmosphère, aujourd'hui, sature effectivement de tout ce que l'on envoie. Et le CO2, si vous regardez la composition de l'atmosphère, c'est 79% d'azote, aucun effet de serre. 20% d'oxygène, aucun effet de serre. Le petit pourcentage qui reste, le pourcent, c'est de la vapeur d'eau qui a un effet de serre. Et le gaz carbonique, c'est 0,03%, c'était de la composition de l'atmosphère. C'est rien. Vous voyez, 0, donc on en parle, c'est devenu banal, le CO2. C'est un gaz rare. C'était un gaz rare dans l'atmosphère, donc il y a une efficacité importante. Donc le CO2 a permis à la vie d'exister. Nous ne serions pas là sans CO2. La température moyenne sans l'effet de serre normal serait de moins 18 degrés. C'est le CO2 et la vapeur d'eau qui ont créé cet effet de serre naturel qui fait que la vie est devenue possible, la vie comme nous, devenue possible parce que la température moyenne est de 15 degrés. Sans l'effet de serre, la vie n'aurait pas existé. Ce que l'on fait, on renforce l'effet de serre, on installe un double vitrage au gaz carbonique, vous voyez, donc ça retient la chaleur. Donc le processus est enclenché. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais le sujet, c'est l'impact. Donc il y a une vitesse de changement. L'impact sur les écosystèmes, il y a un changement extrêmement rapide des écosystèmes parce que nous sommes d'une puissance. L'homme est un mutant surdoué. Les espèces, avant que nous arrivions, vivaient dans une harmonie qu'on appelle l'écosystème Terre, et ça fonctionne parce que c'est un trépied, l'écosystème Terre. Comme tout ce qui est trépied, c'est stable. Ce trépied, c'est production primaire. Ça, c'est le miracle de la photosynthèse. Le verre, les plantes, la chlorophylle, qui ont cette capacité à se nourrir
en regardant le soleil, les pieds dans l'eau et dans le sable pour les sels minéraux, capter le rayonnement solaire, produire leur glucose pour se développer. Ça, c'est le privilège des plantes, c'est la production primaire, c'est le départ de la vie sur Terre. Encore aujourd'hui, toute alimentation vient de la production primaire, le ver, tous les végétaux. Alors, je parle du ver des végétaux à terre, mais aussi des végétaux en mer. L'océan n'est pas bleu, il est vert. C'est plein de phytoplancton, l'océan. C'est une espèce de petites herbes planctoniques. C'est des tout petits, le zooplancton, l'herbe, qui se développe grâce à la photosynthèse, qui est mangée par le zooplancton, qui est mangée par la crevette, qui est mangée par le poisson et qui est mangée par nous. Donc, tout ça, toute la vie part du ver, de l'écosystème, de la production primaire du végétal. Deuxième point du trépied, les consommateurs. Alors les consommateurs, ils sont végétariens, toutes les vaches, etc. Et puis carnivores. Nous sommes des omnivores, là. Nous sommes dans les consommateurs. Et troisièmement, le troisième trépied de la nature, c'est les recycleurs. Alors dans l'écosystème Terre qui nous a précédés avant que nous arrivions, production primaire, consommateurs, recycleurs. Les recycleurs naturels sont remarquables. Ils recyclent tout jusqu'au bout. Les recycleurs, ce sont les vautours, etc., mais aussi, surtout, ceux que l'on ne voit pas. Les champignons, les bactéries qui sont à l'œuvre partout dans nos intestins. Là, on a des recycleurs à l'œuvre depuis ce matin qu'on a mangé ou ceux qu'on a mangé hier soir. Et là, dans la nature, si vous voulez, les recycleurs, ils ont cette capacité extraordinaire de transformer la matière organique du consommateur, production primaire, consommateur, recycleur. Ils transforment toute la matière organique des consommateurs jusqu'à en faire des sels minéraux qui vont alimenter la production primaire. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Dans une économie circulaire classique de l'écosystème Terre. Arrive Superman. Nous, extrêmement des mutants surdoués, on a une capacité à inventer des choses qui ont un impact énorme, effectivement. Et donc nous avons pris possession et des espèces et des espaces. Des espaces et en conséquence des espèces. Donc c'est une des thématiques de la journée, effectivement, l'impact des activités humaines et notamment le réchauffement climatique sur les espèces. J'ai deux histoires de fous à vous raconter. Je parle des oiseaux. Nous étions à Clipperton, une équipe. Clipperton, c'est une toute petite île française qui est dans le Pacifique, tout petit par rapport à l'immensité de l'océan. C'est tout petit, c'est un anneau qui fait 2 km sur 3. C'est inhabité depuis toujours, enfin non, il y a eu quelques populations, mais il y a très longtemps. Quand vous arrivez, vous marchez sur le plastique. Bref, tout ça pour dire qu'il y a du plastique qui flotte. Enfin, on va pas, je peux en reparler là-dessus. Mais on était avec des équipes de chercheurs. On est resté 4 mois. Chaque espèce a été visitée par son spécialiste, dont certains ornithologues qui sont de Chizé, qui n'est pas très loin d'ici, et donc qui travaillaient sur les fous masqués. C'est la plus grande colonie au monde de fous masqués. Ils sont fous, c'est des fous, et ils sont masqués. Donc, c'était la période de reproduction. Il y avait des petits partout, parce que c'était par des centaines de milliers, quoi. Alors, on était sur cette île, donc on cohabitait avec eux, on se débrouillait. Et donc, il y avait des petits qui avaient éclos. Un jour, on a vu apparaître 6 seineurs. Les seineurs, ce sont des bateaux qui pêchent avec des seines. La seine, vous avez un bateau, donc un bateau de pêche qui avance, et derrière, il va larguer un petit canot qui tire un filet comme ça et qui va encercler une population. Il y a beaucoup de thon et ils pêchent le thon à la seine comme ça. Ils étaient 6 un matin, ils avaient fait une campagne de pêche et ils rentraient. Et petit à petit, on s'est rendu compte que les petits oiseaux étaient en train de mourir. Et donc, je demande une explication. On avait une petite conférence des ornithologues qui nous explique que le fou masqué mange des poissons volants et des calmars. Il nous explique aussi que les thons mangent des calmars et des poissons volants. Donc, interrogation, ces pêcheurs-là ont pris une grande quantité de thon, et on s'est dit, mais quand même, donc, il doit y avoir davantage de poissons volants et de calmars pour les fous. Il dit, mais oui, mais le problème, c'est que le fou a besoin du thon pour manger. Parce qu'en fait,
le thon chasse en bande, à mi-eau comme ça, et les calmars et les poissons volants, ils se barrent, ils remontent à la surface. Et donc les oiseaux les attendent à la surface. Et donc vous avez tous ces fous qui plongent. On a supprimé une grande quantité de thon, donc les fous n'avaient plus accès à la nourriture et les petits étaient en train de mourir parce que les parents allaient très très loin. Sur certains, ils avaient mis des balises Argos, on s'est rendu compte qu'ils partaient très très loin pour revenir et donc il ne restait plus grand-chose à donner aux petits. Voilà un exemple, si vous voulez, d'impact. Quand on touche une espèce, tout d'un coup, le déséquilibre que ça fait. Un deuxième exemple de fou qui se passe sur le Saint-Laurent. À la sortie du Saint-Laurent, il y a une île qui s'appelle Bonaventure, qui est une grosse colonie de fous de Bassan. Ces fous de Bassan se nourrissent depuis très longtemps. Ils sont très nombreux sur cette île Bonaventure. Ils se nourrissent depuis très longtemps de maquereaux bleus. Le maquereau bleu, il est dans ses eaux, et les fous plongent, se mangent, etc. Ça dure depuis des millénaires, ça marche. Arrive le réchauffement climatique. Ce qui se réchauffe surtout, ce sont les eaux de surface. Les eaux de surface, tout ce qui est plus chaud est plus léger. Quand vous changez une ampoule au plafond, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus chaud qu'en bas. Dans l'océan, c'est pareil. Ou quand vous allez nager, vous nagez, l'eau est douce, vous faites un petit plongeon, l'eau est plus froide. Le réchauffement se fait à la surface. Donc, les maquereaux ont trop chaud. Les maquereaux ont trop chaud, qu'est-ce qu'ils ont fait donc? Ils descendent un petit peu sous l'eau. Eh bien, le fou, il n'a plus accès. Ils descendent trop profond, donc les fous n'ont plus accès aux maquereaux bleus. La colonie de Bonaventure est en train de dépérir à cause de ce réchauffement des eaux. Il y en a certains qui sont partis plus au nord vers le Labrador parce que c'est encore froid, et donc on se rend compte qu'il y a des déplacements petit à petit de colonies de fous qui montent vers là. Vous voyez, il faut rendre compte que tout ça, c'est extrêmement maillé, et que quand on touche quelque chose, quand on dérégule quelque chose, effectivement, c'est tout un ensemble qui est affecté. Alors, on va si vite, si vous voulez, que les espèces, elles ne peuvent pas s'adapter. C'est ça le problème, quoi. Les animaux ou les plantes ont toute espèce fonctionne sur le même principe. Reproduction, succès de l'espèce et extension du territoire. Reproduction, succès de l'espèce, extension du territoire. C'est pour toutes les espèces pareil. Nous aussi. Reproduction, succès de l'espèce, extension du territoire. Je le disais tout à l'heure, on a pris la possession de tout. Et donc, toutes les espèces qui fonctionnaient sur ce principe-là, c'était établi. Aujourd'hui, nous avons pris, comme je disais tout à l'heure, possession des espaces et des espèces. Et donc, les espèces n'ont pas, ça dépend desquelles, n'ont pas la capacité à s'adapter. Toute espèce non animale, non humaine, naît avec le matos pour la vie. Le bec, les griffes, le venin, les ongles, le sens de l'orientation, la capacité à faire des nids, etc. Donc chacun a quelque chose d'inné et acquis après par les parents. Mais ils ont le même matériel pour vivre depuis le début de la vie jusqu'à la fin. On ne voit pas aujourd'hui d'albatros ou d'oiseaux migrateurs s'équiper d'un GPS, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont le même équipement, voilà. Et donc ils ne peuvent plus effectivement s'adapter par rapport à notre impact. Il n'y en a que quelques espèces qui nous prennent de court, et ce n'est pas fini, ce sont les petits, les bactéries et surtout les virus. Regardez, les virus ont une capacité à muter et à échapper à notre contrainte. C'était l'année dernière, en décembre, vous avez peut-être reçu. Moi, à mon âge, je reçois les invitations pour les coloscopies gratuites et le vaccin pour la grippe. On reçoit aussi des assurances pour les obsèques. Enfin bref, c'est autre chose. Ça, c'est Internet, ça marche bien. Et qu'est-ce que je vous racontais? Ah oui, la grippe. Donc, on a invité tout le monde à se vacciner pour la grippe en décembre. Et puis, on s'est rendu compte que, merde, le virus, c'était plus le même. Donc, les vaccins, ils ne servaient à rien. Donc, l'infiniment petit nous échappe. Et effectivement, on est loin d'avoir trouvé, regardez, il y a de nouveau une épidémie d'Ebola qui se développe. Ebola, ça naît de la modification d'un écosystème. On s'est mis à manger des choses qu'il ne fallait pas à cause du réchauffement climatique, des périodes de sécheresse.
Il y a eu une espèce de chauve-souris qui s'est mis là, qui était mangée. Enfin, on a complètement perturbé l'écosystème. Et donc, les virus, il y en a partout. On en est café, on en est plein, l'océan en est plein, il y en a partout. Mais nous sommes des porteurs sains. Toutes les espèces sont porteurs sains d'une espèce. Voilà. Et donc, à un moment donné, quand une espèce de virus, par exemple, a son écosystème qui est détruit en perturbation, il revient sur des porteurs qui ne sont pas équipés pour répondre à ça. Donc voilà un exemple d'évolution d'écosystème, vitesse de changement. Alors, quand on dit qu'il faut faire ceci, cela, donc moi je fais quelques interventions dans les entreprises, et quand on leur dit qu'il faut je leur donne un canevas. Le canevas, pour moi, c'est réintégrer l'écosystème Terre, se rapprocher le plus possible dans notre activité économique, personnelle, etc., du fonctionnement de l'écosystème Terre originel dont je vous parlais, production primaire, consommateur, recycleur. Donc, je leur donne un canevas en disant, regardez sur chacun de ces 3 points sur lesquels vous pouvez intervenir d'une manière positive, sur lesquels vous intervenez d'une manière négative, comment on peut le corriger. La production primaire, c'est fondamental. C'est fondamental, le reboisement, la réhabilitation des sols. Je viens d'arriver là, ce matin, là, j'ai traversé de Paris à Bordeaux. Alors, j'avais le sentiment par endroits de traverser le désert, parce que les champs ont été moissonnés, ils sont secs, mais bon, il n'a pas plu, tout a été labouré, les sols sont morts, les sols. Ils sont morts, c'est un support, on leur donne à manger, les plantes reçoivent heureusement encore la lumière, le gaz carbonique de l'air, il n'en manque pas, et le sel minéraux et autre chose, on leur amène à manger, si vous voulez, aujourd'hui. Les sols sont morts, donc la réhabilitation des sols est fondamentale. Et le jour où on commence à avoir des vers dans le sol, c'est que de nouveau il est bon. Aristote disait que les vers sont les intestins de la terre. Vous voyez cette capacité à digérer. Donc production primaire, à terre, en mer. Ensuite, consommateur. On a un pouvoir colossal en tant que consommateur de choisir effectivement les produits qu'on nous propose, d'acheter ou ne pas acheter, de sélectionner des produits. C'est là qu'on a du pouvoir. En tant que consommateur, parce qu'une production s'étiole quand effectivement il n'y a plus de clients. Donc, consommateur et recycleur. Là, on n'est pas bon. Pendant longtemps, on a jeté à la rivière. Moi, je me souviens, je suis dans un village du Tarn, tout petit, et tout se mettait à la rivière. Alors, il y avait les rats, c'était plein de rats qui faisaient le boulot. On mettait le feu, ça fumait tout le temps, et puis ça finissait par le poids, ça s'est tombé à la rivière et ça partait. Bon, il y a 60 ans, on a fait des progrès quand même. Mais on n'est pas des bons recycleurs. C'est un vrai métier, le recyclage. Et c'est une vraie prise de conscience, c'est un vrai travail au quotidien, le recyclage. Ça, vraiment, c'est absolument fondamental. Ça nous permettra d'économiser la matière première, et avec intelligence. On le voit d'ailleurs, il y a des entreprises sur des zones industrielles nouvelles. On voit aujourd'hui qu'il y a des entreprises qui se sont installées, qui consomment les déchets d'une entreprise. Je l'ai vu dans l'Isère l'autre jour. Vous avez une production qui arrive à un cul-de-sac, dans sa production, un cul-de-sac de déchets, qui sont exploités par une autre entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'économie circulaire, c'est revenir dans ce type de fonctionnement. Techniquement, on peut recycler énormément de choses aujourd'hui, des voitures, des bateaux, etc. On a la technologie, ça a un coût, mais on sait le faire. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le recyclage et on revient au point de départ, le CO2. Le CO2 que l'on émet en excès, on ne sait pas le recycler. Il n'y a que la nature qui le recycle. Alors j'ai trouvé un terme que j'ai trouvé. Il faut produire... Ah ouais. C'est rigolo des fois, produire des émissions négatives. Tout simplement, planter des arbres. Et donc, vous voyez, le CO2, il n'y a que la nature, que la végétation qui peut le recycler. Il n'y a qu'elle. Tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, il n'y a que la végétation qui va pouvoir le prendre,
grâce à la photosynthèse pour se nourrir elle-même. On ne sait pas le recycler. Donc on sait limiter les émissions, on sait aujourd'hui faire appel à d'autres ressources énergétiques que le charbon, le pétrole et le gaz, effectivement, qu'il va falloir développer, mais le CO2, on ne sait pas le recycler. Tout ce qu'on envoie dans l'atmosphère ne sera recyclé que par la nature. Et donc ce que l'on envoie aujourd'hui aura été entièrement recyclé dans un siècle. Voyez l'inertie du système. Donc si aujourd'hui on était à l'émission 0 CO2, on a ce CO2 au moins pendant 50 ans de manière importante. Donc c'est vraiment un sujet sérieux. Et aujourd'hui, en médecine, on appelle une petite température une fébricule. Alors moi, dans mes disques... Quelle heure il est là? Parce qu'on m'a dit de faire court. Mais il n'y a personne qui vient me dire quoi que ce soit. Je peux continuer à raconter des... Je ne vais pas tenir toute la matinée. Non, il y a des bons qui viennent. Je les connais, ceux qui arrivent derrière. Là. Ils sont là peut-être, non? Qu'est-ce que je vous disais? Hein? Non, vous parlez tous en même temps, j'entends. Ah, le févricule, oui. Ah, mais... Ah, voilà, mais voilà. Donc, c'est la fin. Ah, ben non, mais vous faites bien de me le dire, parce que moi, je ne voyais personne. Dans la médecine, on appelle une petite fièvre, on appelle ça une fébricule. Petite fièvre. Vous voyez, 37,5, 37,6, 37,8. Moi, donc, j'ai été médecin pendant longtemps. Et donc, la fébricule, c'est une petite fièvre. Et donc, on dit, il va falloir qu'on s'en occupe. Il va falloir qu'on aille voir le docteur. À un moment donné, arrive une complication. C'est là qu'on va voir le docteur. On en est là aujourd'hui. La Terre, elle a une fébricule. Elle a eu 37,8, elle a bientôt 38, là. Elle a une fébricule. On entre dans la phase des complications. La succession de toutes ces manifestations climatiques extrêmes dont on est les témoins aujourd'hui, dont la presse nous parle, ce qui augmente, c'est à la fois leur fréquence et leur intensité. Ça, ce sont les manifestations... Pardon ? C'est marrant, hein ? Donc, ce sont les manifestations, si vous voulez, ces complications, et elles ne vont que s'aggraver. Donc, je termine par une phrase, parce qu'on entend qu'il faut changer de paradigme. C'est bien. Enfin, c'est très... Est-ce que chacun, dans sa vie, est capable de changer de paradigme personnel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut se poser la question. On peut demander au monde de changer de paradigme. Même le pape n'y arrive pas. Des gens qui ont de la puissance, de l'écho, vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on est capable de changer son propre paradigme? Pas autant. Mais soyez efficaces sur votre zone d'influence. Nous avons une zone d'influence personnelle, professionnelle, familiale, politique. Soyez efficaces sur votre zone d'influence. Et je termine, soyez pédagogues. Soyez pédagogues. On ne va pas faire bouger une population si on ne lui montre pas qu'il y a un chemin, et qu'il y a un chemin enthousiasmant. Parce que, vous voyez, on se heurte tout le temps à des murs dans le dialogue écologique. Donc, soyez pédagogues, soyez encourageants, expliquez, et surtout aussi, soyez efficaces sur votre zone d'influence. Merci.